petit retard. On va manger un peu sur les suivants, mais pas trop. Et un grand merci à nos invités. On a ce matin une table ronde assez remarquable, je trouve, à la fois dans l'équilibre des expertises et des compétences, et puis des personnalités qui sont là. Merci à Isabelle Semama, qui dirige AXA IM Alts. Merci à Laure Morel, qui est comment te présenter, associé et fondateur, cofondateur de Carbone 4 et du Shift Project, et à Cécile Goubet, qui dirige l'Institut de la finance durable, qu'elle vous présentera, que vous ne connaissez peut-être pas tous, voilà, qui est important dans ce débat. Alors, l'idée ici est de voir comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour financer la transition écologique, pour décarboner l'économie de façon générale, et puis aussi avec un petit focus sur l'immobilier, en ne parlant pas que de la France, parce que le sujet est planétaire et qu'il faut avoir, si on veut que les choses marchent bien, une discipline collective sur les marchés qui dépasse largement le cadre français. Mais on parlera aussi de la France, de son cadre réglementaire et de sa dynamique politique, économique et financière. Isabelle Semama, je vous passe tout de suite la parole et vous laisse présenter peut-être ce qu'est AXA IM et comment vous abordez de façon globale le sujet. Merci Stanislas, bonjour à tous. Donc AXA IM Alts, c'est pour alternatif. Alternatif, c'est l'ensemble des actifs privés. Donc on gère à peu près 200 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Actifs privés, c'est essentiellement de l'immobilier, mais aussi beaucoup d'infrastructures, de l'immobilier en dette et en crédit, en financement. Beaucoup d'infrastructures aussi en equity et en financement. Et on gère aussi des forêts et du private equity. Donc avec 200 milliards d'euros, on est leader européen. Et dans ce sujet de décarbonation, ce qui est assez intéressant, alors on va peut-être passer, j'ai une petite slide. Oui, la présentation, si vous pouvez la mettre, s'il vous plaît, à l'écran. Ah non, c'est celle d'avant. Voilà. Voilà. Donc, ce sujet du carbone, il touche, et de la décarbonation, il touche l'ensemble de nos activités. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'immobilier, et ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à ces sujets. L'immobilier, c'est 40% des gaz à effet de serre, grosso modo la moitié sur la construction, l'autre moitié sur la durée de vie de l'immeuble, son exploitation, ses usages. Donc, en tant que leader européen de la gestion immobilière, on a bien évidemment un rôle clé à jouer sur ce sujet. L'infrastructure, c'est aussi un élément clé de la décarbonation, puisqu'on sait que pour atteindre les accords de Paris, il faut multiplier la production d'électricité par 3. Et bien sûr, la production d'électricité renouvelable. Donc, en tant qu'investisseur dans les renouvelables, investisseur dans les réseaux de distribution, parce qu'avec la production électrique, il faut aussi adapter les réseaux. Dans les chauffages urbains, et on sait que ce sera un élément clé aussi de la décarbonation de l'immobilier, on est aussi au cœur du sujet. Et le dernier élément, c'est la séquestration du carbone. Parce que si tout le monde fait ce qu'il faut faire sur l'immobilier, sur l'infra, si on développe des immeubles bas carbone, si on sait les exploiter correctement, si on multiplie la production d'électricité par 3, il nous restera encore un tiers du problème à régler. Et ce tiers, ce sera la séquestration du carbone. C'est ce que donnent toutes les analyses, celles du GIEC notamment. Donc les 30%, ils viennent de la séquestration et un des meilleurs séquestrateurs de carbone, c'est quand même le bois. Et donc on est investisseur en forêt, ce qui nous permet aussi de à la fois générer des crédits carbone qui peuvent être un élément dans la trajectoire de décarbonation et en même temps de fournir du bois, ce qui sera et ce qui commence à devenir être, ici je vois que tout est en bois, mais dans la construction un élément, un matériau clé de la décarbonation. Donc maintenant, comme tout gérant d'actifs, surtout quand on intervient dans, je pense, plus de 16 pays, on est investisseur dans 16 pays, sur toutes les classes d'actifs immobilières, parce que le bâtiment bas carbone, c'est pas juste des immeubles résidentiels ou de bureaux, c'est de la logistique, c'est des centres commerciaux, c'est des data centers, c'est des résidences étudiantes ou seniors. Donc c'est un ensemble de contraintes
immobilières qui sont très spécifiques. Et le problème qu'on a, quand on regarde comment décarboner, et on en parlera dans la deuxième partie, c'est qu'on a à la fois des données qui sont complètement incomplètes, souvent incohérentes, parfois inaccessibles. Quand on nous demande en résidentiel d'aller chercher les données sur la consommation de nos locataires, c'est un non-sens. Un non-sens technique, et ça, je dirais que ça, à la fin, ça ne mène à rien. Et on a des informations complètement incohérentes. On parlera des outils qu'on utilise pour décarboner, notamment des trajectoires CREM. CREM résonne par exemple en énergie finale quand les DPE sont en énergie primaire. Donc on reçoit dans nos outils de data des données complètement incohérentes qu'il faut arriver à réconcilier. Donc tout le travail qu'on a fait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est d'arriver à prendre du recul pour se dire comment est-ce qu'on s'affranchit de cette incohérence des datas, comment est-ce qu'on arrive à trouver des méthodologies qui nous permettent d'agir de la même manière et de manière cohérente, qu'on soit en Australie ou qu'on soit à Amsterdam ou à Paris, et qu'on soit sur un immeuble logistique ou sur un immeuble résidentiel en banlieue d'une ville française. Donc voilà un peu les données du problème sur lesquelles on a passé beaucoup de temps, mais je pense sur lesquelles on est arrivé à trouver des solutions assez transformantes. Je vais m'arrêter là. Merci. Alors, et souligner aussi que Axelia Hals a été un soutien très important et même déterminant dans une extension à l'Europe de la méthodologie BBCA, puisqu'on est évidemment avec des acteurs qui ont un champ d'action au-delà du national. Et on a donc mis au point, mais ça, on vous en reparlera dans la journée, avec les premiers labellisés LCBI, l'initiative Low Carbon Building, qui vise à avoir un standard commun, en fait, qui marche sur différents marchés et dans des cadres réglementaires un peu différents, mais où le financier, l'investisseur, va pouvoir étalonner ses actifs, en fait, avec la même méthode et des informations cohérentes et surtout des seuils de performance aussi cohérents. Mais voilà, on vous en reparle. Et merci à Isabelle Semama pour ce soutien. Cécile Goubet, directrice générale de l'Institut de la finance durable, je trouvais intéressant de parler aussi de la mécanique collective que l'IFD essaye d'incarner et la vision un peu globale, macro, que vous avez sur la décarbonation de l'économie. Avant de faire un focus un peu sur l'immobilier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai qu'au niveau de l'Institut de la finance durable, on n'a pas l'habitude de parler tous les jours sur des salons qui parlent de bâtiments, mais en même temps, on a eu un gros travail sur le bâtiment sur lequel on reviendra après. Peut-être juste pour faire un point effectivement sur la façon dont on s'organise. L'Institut de la finance durable, en fait, est parti d'un constat qui est très simple. C'est que pour réussir la transition, il faut avoir un alignement complet des acteurs qui sont partie prenante fondamentale à cette transition. Ça implique forcément un dialogue étroit entre ces parties prenantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par partie prenante? C'est tout simplement, d'une part, le gouvernement et les pouvoirs publics qui vont donner la trajectoire globale et les orientations globales politiques sur les sujets de transition, les entreprises qui, elles, vont fournir les solutions, et les acteurs financiers dont le rôle est d'allouer le capital. Pour ce faire, nous avons mis en place avec le précédent ministère de l'économie une enceinte de discussion qui est le comité de financement de la transition écologique avec l'enjeu, on retrouve en fait dans l'organisation de ce comité ces piliers-là de façon à pouvoir avancer sur le sujet de financement de la transition écologique et qui vient du coup en appui à ce travail de planification. Ensuite, pour le point de vue un peu global, on sait aujourd'hui que le financement de la transition, ça va nécessiter de toute façon des investissements absolument massifs au niveau mondial. Ne serait-ce qu'en France, les dernières estimations qui intègrent le Fit for 55, on est sur des montants autour de 110 milliards supplémentaires par an. Donc la question, ça va vraiment être comment on fait pour mobiliser ces financements. Et c'est de ce point de vue-là qu'on travaille à l'Institut de la finance durable, c'est comment on fait pour mobiliser les financements privés. Parce que le constat est très clair dans le rapport qu'on a publié à l'été 2023 sur le financement de la transition écologique. Et aujourd'hui, je pense que ce constat est partagé par tout le monde. On a les moyens de financer la transition en France. On a un niveau d'épargne qui est extrêmement important. On a plus de 3 000 milliards qui sont mobilisables pour le financement de cette transition. La question, ça va être à quelles conditions ?
Et c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui sur les chantiers de financement de la transition écologique, c'est quelles sont en fait les conditions nécessaires à la mobilisation des financements privés. Juste, j'insiste là-dessus, votre constat est donc différent du rapport dont on a beaucoup parlé, Pisani Ferry, Mahfouz. Vous dites que ce n'est pas un problème de ressources, les ressources sont là. Ce qu'on dit effectivement, c'est que les ressources sont là. La question, c'est quelles sont les conditions pour les mobiliser. Et il faut tout simplement avoir une approche très simple qui est de définir ce que c'est qu'un investissement dans la transition. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est par exemple qu'une entreprise en transition, on n'est pas capable de le définir clairement. On a la taxonomie sur les activités, mais il n'y a pas d'indicateur précis sur... après, il y a la question de l'équilibre économique des projets, tout simplement. C'est comment on fait pour garantir qu'on a un certain équilibre économique des projets. Et une fois qu'on a tout ça, on peut travailler au fléchage de l'épargne. Merci. Alors, là, on a commencé un peu à évoquer le sujet de l'organisation collective de la planification. La proposition de l'IFD, donc, c'est quand même de mettre tout le monde autour de la table et de créer une forme de constat partagé avec des propositions un peu consensuelles. Et donc, ce n'est pas une planification, je comprends, d'en haut, hein, autoritaire, faite par l'État. Laurent, quel est ton avis sur cette organisation? Comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça ne marche peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait? Comment la France s'organise? Pas si mal. Au fond, on a en France un peu d'avance sur ces sujets de la décarbonation, en France et en Europe, de façon générale, un peu d'avance, même beaucoup d'avance, sur la définition du problème de la décarbonation et sur les premiers éléments de solution. On a en France, en particulier, un truc qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui décrit comment on doit passer de 450 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an à 80 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an en 2050, lesquelles 80 millions de tonnes seront compensées, seront à la fin, non pas compensées, mais tamponnés par les puits de carbone que sont la forêt et autres, que tu évoquais tout à l'heure, Isabelle. Donc on a un plan. C'est un problème, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un plan et que ce plan, il est articulé, il est documenté, il est chiffré et il est réaliste physiquement. Il est réaliste physiquement. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que vous voyez que passer de 450 millions de tonnes à 80 millions de tonnes, en gros, c'est divisé par 6 les émissions, divisé par 6 les émissions du pays, sans renoncer à l'essentiel, pour se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, etc. Bon, ça, c'est le plan de la France. Je dis que c'est le plan de la France, mais c'est un contexte européen. Hein, voilà, mais c'est la France qui a peut-être articulé le plus finement ce plan. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pour nous, les acteurs de l'immobilier, donc le plan général, c'est divisé par 6, hein, mais pour le bâtiment, c'est l'endroit où on est capable de décarboner le plus. Parce qu'on sait décarboner la construction. On sait décarboner la chaleur et le froid. Et de façon beaucoup plus pentue que le reste de l'économie. Et donc, pour l'immobilier, la division, elle n'est pas par 6, mais elle est par 20. Je vous vois tous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, soyez contents. Voilà, parce qu'en fait, dans le monde de l'immobilier, c'est là qu'on attend le plus collectivement. La nation, la collectivité, la préférence collective, elle va chercher sur l'immobilier le maximum de performance. On sait décarboner presque totalement la construction. Et on sait décarboner physiquement, j'entends, physiquement. Voilà. Après, c'est une affaire de transformation sociale, de savoir-faire, de loi, d'équilibre financier. Sur la valeur, on en parlera tout à l'heure, beaucoup plus que sur les coûts, mais c'est faisable. Alors, c'est faisable à quelques conditions. Et moi, j'aimais bien la slide que présentait Isabelle tout à l'heure sur la donnée, savoir où on va. Parce qu'effectivement, pour savoir où on va, il faut des informations complètes et des informations cohérentes. On n'a ni les uns ni les autres. Hein, voilà, parce que le monde immobilier, il est extrêmement diffus et extrêmement complexe. D'où l'importance, là je fais un tout petit peu de pub pour Carbone 4 et les acteurs de la donnée. En France, non seulement on a le contexte réglementaire le plus en avance, mais on a aussi l'écosystème de la donnée et de la méthode le plus avancé.
Donc on se réjouit que l'IFD essaye de fédérer les acteurs. Ce qu'on dit à l'IFD, c'est que c'est important de ne pas oublier que c'est en France qu'on a les meilleurs fournisseurs de méthodes et de données, et qui serait quand même un peu couillon, pardonnez-moi l'expression, qu'on aille chercher chez d'autres gens qui n'avancent pas assez vite les données et les méthodes dont on a besoin. Bon, voilà, c'est un petit, au passage, voilà, un petit plaidoyer pour l'écosystème français. On est en avance, voilà, il ne faut pas se gargariser, mais il faut en être conscient et il faut faire la promotion de nos propres acteurs, à la fois dans le plan réglementaire et dans le plan des données. Voilà, donc il y a un plan, on sait faire, c'est très exigeant, c'est très ambitieux, mais on a les moyens techniques, méthodologiques et data pour avancer. Et franchement, si on est réussi, hein, on sera le pays qui aura inventé le décret tertiaire, la RE 2020, le DPE, et qui aura amené son industrie de la construction et son industrie immobilière au meilleur niveau de ce qui va être le lieu de la compétition dans 20 ans. Donc ça vaut le coup de s'en occuper. Non, peut-être un point sur le DPE, une question. C'était beaucoup challengé ces derniers temps en disant finalement c'est très variable, c'est pas toujours de très bonne qualité, la garantie qu'on a n'est pas forcément bonne. Ton avis? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le DPE, le principe est bon. Il nous faut une échelle de valeur, il nous faut un ordre de mérite des bâtiments pour piloter la SNBC. On ne peut pas se passer de DPE. Il faut sauver le soldat DPE parce que, même s'il a des défauts, parce qu'effectivement, il y a des défauts dans la méthode aujourd'hui, whatever, on a besoin d'une échelle. Sans échelle, pas de démarche collective, pas d'alignement des propriétaires, des locataires, pas de politique publique. Sans politique publique, pas de réussite. Moi, je trouve que, je voudrais rebondir sur le sujet du DPE parce que le DPE, oui, il y a des incohérences, mais à la fin, le DPE, c'est des données techniques, des données liées à la performance du bâtiment, à ses sources d'énergie. Et il y a parfois des incohérences parce que les modes de calcul, parce que les personnes qui font ces calculs sont pas les bonnes, parce qu'on n'a pas accès, on ne peut pas gratter tous les murs pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la réalité, c'est que c'est des données mathématiques homogènes, qu'on arrive à homogénéiser. Donc nous, toute notre méthodologie, elle est basée quand même autour de ces simulations énergétiques, hein, des DPE. On les utilise à l'échelle européenne, mais on a redéfini un cahier des charges par rapport à nos prestataires qui nous permet d'avoir des données complètement homogènes. Et donc, ce que je voulais dire sur la méthode qu'on adopte, c'est que d'abord, nous, on regarde l'ensemble du portefeuille, les 2500 immeubles qu'on gère dans le monde, l'ensemble de nos portefeuilles infrastructures. Donc, c'est pas 3 trucs qu'on met en tête de gondole et qui vont être verts, article 9, etc. C'est l'ensemble du portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à transformer et à pousser l'ensemble du portefeuille immobilier en DPE-A, c'est impossible. Mais qu'on va avoir une trajectoire de transition avec une réflexion évidemment financière. On est quand même là pour gérer votre épargne et donc générer des revenus. Mais c'est toute cette cohérence entre le changement, la décarbonation et l'alignement financier. Donc une méthode qui repose sur l'ensemble du portefeuille et qui est basée sur les DPE. Parce que le DPE, c'est aussi le moyen, et peut-être que je peux passer à la slide suivante, c'est le moyen de s'affranchir de l'usage. Le gros problème qu'on a, nous, on est propriétaire immobilier, et le gros problème, c'est quel est l'usage qui est fait du bâtiment. Mais ce n'est pas mon problème, en fait, l'usage du bâtiment. L'usage du bâtiment, c'est le problème de mon locataire, qu'il soit monsieur Dupont, locataire dans mon immeuble résidentiel, ou une grande boîte du CAC 40 qui a elle-même ses objectifs ou qui a ses contraintes business. C'est pas la même chose d'être Google dans un immeuble avec des tonnes de serveurs et de l'opérer 24/24, 7 jours sur 7, ou d'être une compagnie d'assurance qui sera en télétravail le vendredi. Donc l'usage du bâtiment, finalement, en tant que propriétaire, ça peut m'intéresser, ça peut me permettre de voir à usage similaire comment est-ce qu'il est utilisé, mais finalement, c'est moins mon problème. Donc on travaille quand même sur l'efficacité énergétique du bâtiment et sur son usage, mais ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le nerf de la guerre et ce qui est pour nous notre obligation, c'est-à-dire d'améliorer l'immeuble à usage standard. Et c'est ça que fait le DPE. Le DPE, il nous donne une norme d'immeuble par rapport à un usage standardisé. Et c'est ça qui nous permet de comparer des immeubles avec des immeubles, des villes avec des villes et un portefeuille complexe. Donc,
Bien évidemment, quand on décarbone, on gère les priorités, c'est-à-dire qu'on va d'abord sur les immeubles les plus carbonés, ceux sur lesquels on a un impact le plus fort. Mais ensuite, dans la décarbonation, eh bien, il y a tout le sujet, je disais au début, hein, l'immobilier, 40% des émissions de gaz à effet de serre, une grosse partie, c'est quand même la construction. Et dans cette construction, bah, c'est pour ça qu'on est ravis d'être à la fois acteur, mais aussi leader sur le label, parce qu'on a beaucoup travaillé autour de ce label. On essaye même d'aller encore un cran plus loin, peut-être pour le tirer encore un jour plus loin, notamment sur les données qu'on rentre, nous, dans nos façons de regarder la construction, la construction bas carbone. Alors, je ne sais pas si on arrive à construire de manière complètement décarbonée. Ça je pense que ça va être quand même compliqué. Nous, on a un objectif de baisser de 25% les émissions de carbone embodied, c'est-à-dire attaché à la construction. C'est déjà un effort assez substantiel. Alors, en fait, pour être très précis, il y a 150 millions de tonnes aujourd'hui d'émissions carbone liées au bâtiment en général. La majorité, c'est quand même l'énergie. Donc l'énergie, c'est-à-dire c'est les 2 tiers de cette somme, c'est l'énergie. L'objectif à 2050, c'est-à-dire en gros, c'est les fossiles entre maintenant et 2050 qu'on utilise dans la... Donc il faut sortir du fossile. Et ça, en gros, le bâtiment à 2050, il ne consomme plus rien. Voilà. Donc ça, on va à zéro. On ne va pas à zéro sur la construction. On ne va pas à zéro sur la construction. Et c'est ce qui reste. La construction, on arrive à l'abattre, grosso modo, techniquement, on arrive à l'abattre de l'ordre de 70 à 80%. On ne va pas à zéro, et c'est ce qui reste, et c'est ce qui fait qu'on passe de 150 à 8 millions de tonnes. Le 8 millions de tonnes qui reste à la fin, c'est de la construction. Donc tu as raison, on ne peut pas aller à zéro sur la construction. Mais par contre, on peut aller à zéro sur les consommations. Et oui, parce que quand on décarbonise les immeubles, évidemment, c'est toute l'isolation, c'est travailler sur les matériaux qu'on utilise. Et grosso modo, on arrive sur une construction neuve à baisser de 25% les émissions, à passer en dessous. C'est les normes qu'on a de 1000 kilos de CO2 par mètre carré. Aujourd'hui, nous, on est en train de développer 800 000 m² en Europe, donc on a quand même un champ de travail assez intéressant, et c'est à peu près ce à quoi on arrive. Mais à la fin, il reste quand même 1000 grammes par 1 kilo par mètre carré, et ça, ce sera difficile d'aller à zéro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est la réglementation nous y pousse, on va de plus en plus vers de la restructuration lourde, et utiliser le béton des bâtiments, je dirais les squelettes des bâtiments, et essayer de recycler au maximum l'ensemble des matériaux pour arriver là, on arrive à vraiment avoir une empreinte très décarbonée, à garder les infrastructures, les fondations. Ça coûte plus cher, donc il y a une équation économique qui est compliquée, mais ça coûte plus cher. Et je voulais vous montrer, juste pour finir, quand on regarde tout notre portefeuille, avec toutes ces actions qui vont de l'usage des bâtiments à la restructuration, à aussi l'utilisation d'énergie verte, hein, qu'on peut mettre sur les toits. En logistique, ce qui marcherait bien, c'est de tartiner du panneau solaire sur le toit. En général, avec un immeuble logistique, on arrive à produire de l'électricité pour 3 immeubles logistiques, en équipant un seul bâtiment. Donc, il y a des solutions de production d'énergie verte sur le bâtiment qui contribuent à ces trajectoires. Et donc, là, c'est ce qu'on fait réellement sur notre portefeuille. On a d'un côté un immeuble, de l'autre côté la vision d'un portefeuille. C'est plus intéressant de regarder le portefeuille. On a les indices CREM avec 1,5 et 2 degrés d'énergie, de degrés de trajectoire. C'est la courbe rouge et la courbe bleue. Donc c'est ça nos références, hein. C'est les références qu'on utilise et que l'industrie utilise de plus en plus pour des trajectoires de décarbonation qui intègrent évidemment la transformation des grilles, hein, la transformation de la grille énergétique. Nos portefeuilles, on a le BAU, c'est-à-dire si on ne fait rien, c'est la ligne grise au-dessus. Et la ligne noire, c'est les actions de décarbonation. Donc, on voit qu'on arrive à se mettre à l'intérieur des grilles de la ligne crème. Ce n'est pas hyper intéressant de regarder le bout de la ligne parce qu'en fait, on ne va pas aujourd'hui budgéter des travaux d'isolation ou des injections de capital important sur le bâtiment à horizon de plus de 10 ans. En général, on travaille sur un horizon plus court. Donc, il y aura moyen, en fonction de là où on en est dans 10 ans, de refaire une courbe et de réaccélérer la décarbonation. Mais on regarde et on voit que la courbe noire, on arrive, en menant toutes ces actions que j'ai montrées dans la slide d'avant, à vraiment s'aligner et à décarboner des portefeuilles qui, aujourd'hui,
sont avec des EPC qui sont pas A, puisqu'on sait très bien qu'on a un stock de départ qui est dans la moyenne, c'est-à-dire plutôt assez carboné. Juste une petite question, alors, enfin 2 questions en fait. Donc, Isabelle, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une action intéressante en fait en matière de transition, puisque vous avez à la fois des infrastructures et des infrastructures essentielles, les bâtiments, bon, même la forêt qui peut être à la fois une source de stockage, de captation et de stockage du carbone, et puis aussi un matériau pour les immeubles. Est-ce que vous arrivez à intégrer un peu tout ça, puisque finalement, vous êtes un acteur qui peut avoir une vision intégrée de tous ces sujets? BBC a travaillé par exemple sur un nouveau label, là aussi il y a des nouveaux labellisés OCIPCA quartier, donc on est capable de mesurer la performance carbone d'un territoire en fait. Et est-ce que c'est un sujet que vous regardez? C'est peut-être pas un sujet de gestion de portefeuille, parce que c'est un peu trop large, mais... Si, c'est un sujet, forcément être acteur sur l'ensemble des outils, c'est quand même un levier énorme sur la décarbonation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on finance que les chauffages urbains qui viennent alimenter nos immeubles. On finance des chauffages urbains, mais on a une compréhension des chauffages urbains qui nous permet de faire ces choix de manière plus intelligente quand on vient plugger nos immeubles sur des chauffages urbains et de comprendre notamment est-ce que les trajectoires, de valider ou pas les trajectoires de décarbonation de ces chauffages urbains, et du coup de faire des choix entre la pompe à chaleur et le chauffage urbain quand la question se pose. Donc de même, le bois, on construit en bois, on le fait avec REI Habitat, on va livrer un immeuble de 15 étages en bois, alimenté exclusivement en forêt française. Donc on est quand même sur du circuit court. Alors, c'est pas vrai, je mentirais de dire qu'on va utiliser les bois qu'on produit nous-mêmes en France pour construire même si on n'en est pas loin. Mais cette compréhension de la filière complète, ça nous permet d'être quand même beaucoup plus efficace quand on fait ces choix de matériaux sur la construction ou choix énergétiques quand on vient plugger nos immeubles sur des sources énergétiques qui peuvent avoir des trajectoires de décarbonation différentes. Donc moi, je suis convaincu que de regarder le sujet par tous les angles, ça nous permet d'avoir des filières beaucoup plus logiques et cohérentes et de se poser en tout cas les bonnes questions. Alors, autre petite question avant de redonner la parole à Cécile. Vous parliez aussi tout à l'instant de réemploi, recyclage, qui était une des méthodes de décarbonation de la construction. Est-ce que vous qui avez une vision mondiale en fait du sujet, comment est-ce que vous situeriez l'Europe et la France sur ce sujet précis? Alors, sur tous les sujets de la décarbonation, l'Europe est hyper en avance, très très en avance, parfois trop en avance. Il faut savoir quand même que les États-Unis aujourd'hui ont tendance à exclure de leur gestion d'actifs des gérants qui ont pris des engagements trop forts sur la décarbonation. Alors, on est très fiers parce que moi, quand je vais au Texas et j'ai des clients texans, je peux garder mes slides, là, celles-là et d'autres. Je ne les enlève pas, je garde les mêmes parce que derrière, je suis capable de démontrer que, et c'est ça qu'a finalement fait bien l'Europe, je pense, c'est ce que va dire Laurent, c'est que les normes européennes, cet alignement sur les DPE, ça permet aujourd'hui d'avoir des choix sur la décarbonation qui se valident économiquement. Et à partir du moment où vous faites du return, vous pouvez rentrer au Texas sans changer vos slides, ou votre pitch ou votre discours. Mais donc c'est comme ça qu'il faut commencer. Mais c'est ça qui sera intelligent, parce que si on veut arriver à décarboner l'économie, il faut arrêter de penser qu'on va le faire en jetant de l'argent par les fenêtres. Il n'y a personne qui mettra 1 euro dans la machine si ça n'est pas rentable économiquement. Mais les normes européennes qui s'alignent progressivement sur les DPE font qu'aujourd'hui, un immeuble qui est A, il se loue beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, et finalement même plus cher, on est en train de commencer à le montrer, et surtout il va se vendre beaucoup plus facilement, et il va se vendre plus cher. Alors c'est extrêmement difficile de savoir quel est l'euro qui a contribué à la décarbonation, comment il va se traduire financièrement, parce que quand on fait des travaux énormes sur un bâtiment pour le décarboner, on ne fait pas que ça. On améliore un tas d'autres éléments de vie de l'immeuble
qui contribuent aussi à sa liquidité, qui contribuent à son attractivité. Donc, c'est des sujets qui sont complexes, mais néanmoins, aujourd'hui, on a suffisamment de données, et le marché commence à vraiment démontrer, et je pense qu'en repartant l'immobilier, la baisse des taux donne un petit coup de fouet à l'immobilier, donc je pense qu'on va voir le marché repartir sur 2025. On va voir ces courbes et ces alignements de la trajectoire financière avec la trajectoire de carbone et la trajectoire économique s'aligner. Alors, c'est un sujet fondamental et on y reviendra dans un moment avec Laurent notamment. Mais peut-être, Cécile, un mot des travaux précis de l'Institut de la finance durable sur le bâtiment. Finalement, comment est-ce qu'on accélère la machine avec un objectif effectivement de rentabilité économique ? Tout à fait. Et effectivement, on retrouve, à l'Institut de la finance durable, on est forcément totalement aligné avec ce qu'Isabelle vient de dire, tout simplement parce que pour nous, une des conditions de mobilisation des financements privés pour la transition, c'est justement de trouver les méthodes pour avoir cet équilibre économique et cette rentabilité économique. Et quand on entend des acteurs tels que vous expliquer que finalement, aujourd'hui, même quand on va dans des zones qui ne sont pas hyper avancé sur les questions de transition, en fait, on est capable d'expliquer qu'on décarbone et on est rentable économiquement, ça veut dire qu'on a quand même passé de vraies étapes et que la question de la valorisation des biens aussi, qui sont en ligne avec ces normes, c'est quelque chose qui est souvent indiqué en disant oui, faites ça parce que ça va permettre de valoriser votre bien. Mais en fait, aujourd'hui, on commence à le voir vraiment et ça, c'est, je pense, un élément extrêmement important pour les années à venir en termes de dérisking et d'assurance des acteurs financiers aussi sur leur capacité à financer la transition. Alors, effectivement, c'est un des points qu'on retrouve dans le rapport, qui est dédié au bâtiment, qui est en fait la suite du premier rapport sur le financement de la transition écologique qui était sorti l'année dernière. Avec tous ces rapports disponibles sur le site de l'IFT. l'Institut de la finance durable de façon totalement gratuite, évidemment. Merci. Et avec l'apport de nombreux de nos membres, dont Carbone 4 d'ailleurs, avec qui on travaille très régulièrement sur ces sujets-là. Donc, le point était de savoir est-ce que finalement les conclusions qu'on retrouve au niveau macro sur le financement de la transition, est-ce qu'on les retrouve au niveau sectoriel? Et finalement, la réponse est globalement oui, et avec deux points précis. Le premier sur la partie usage du bâtiment, sur quoi il faut qu'on se concentre. Est-ce qu'on parle d'efficacité énergétique ou est-ce qu'on parle de décarbonation, même si les deux sont évidemment intrinsèquement liés. Mais du coup, il y a vraiment cet enjeu de vecteur énergétique, et c'est ce que Laurent a très bien expliqué, Isabelle aussi, avec la question des réseaux de chauffage aussi. La question du vecteur énergétique, la question de l'isolation, la question de la sobriété, ce sont vraiment les piliers principaux pour la décarbonation qu'on a pu retrouver. On a également pris une approche cas d'usage avec copropriété, maisons individuelles, bâtiments privés tertiaires et collectivités pour voir quels étaient en fait les leviers qu'on pouvait activer du point de vue du financier pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Alors, les trois principaux messages, ils sont pour certains, je pense, partagés. Globalement, où tout le monde pense la même chose, c'est comment on fait pour stabiliser le cadre administratif de façon à ce qu'on ait le maximum de visibilité possible. Il y a aussi un enjeu de communication. Ça peut passer par des guichets uniques, mais ça peut aussi passer par comment on arrive à avoir des syndics de copro qui sont force de proposition sur ces sujets-là. Après, le deuxième pilier, c'est évidemment améliorer la rentabilité. Donc, ça peut passer par des dispositifs comme MaPrimeRénov' ou les C2E, mais ça peut aussi passer par des dispositifs fiscaux sur toute la partie amortissement. Et la mobilisation des financements privés, finalement, ça va être aussi comment on assure le dérisking des projets, notamment dans les copropriétés, par exemple, comment on s'assure que les copropriétés peuvent contractualiser peut-être plus facilement des emprunts pour leurs travaux. On sait qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov', par exemple, peut financer de façon assez massive des travaux, mais la question, ça va être... C'est juste impossible. Voilà, il y a la question du parcours administratif et il y a derrière la question de comment une copropriété peut passer un emprunt collectif de façon relativement simple, ce qui aujourd'hui est quand même particulièrement compliqué. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres, comme les garanties aussi publiques, etc. On a aussi, il y a aussi un élément qui va être important au niveau des collectivités, ça va être d'avoir un retour d'expérience sur le dispositif de tiers financement qui a été mis en place, qui offre aussi des perspectives intéressantes. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent. Les propositions sont sur la table. Maintenant, il va falloir pouvoir avancer plus loin et plus fort sur ces sujets-là. Alors,
Je vais redonner la parole à Laurent, mais finalement, c'est un sujet sur lequel j'aimerais que vous vous exprimiez tous. Qui est fondamental. Il a déjà un peu transpiré dans nos échanges. C'est ce balancement coût-valeur. Parce que là, c'est vrai que toute la journée d'hier, on a de façon récurrente, bien sûr, évoqué le surcoût, la difficulté de faire bas carbone. Et en parallèle, on évoque aussi l'intérêt d'investir dans des actifs où on va créer de la valeur. Alors, je voudrais qu'on prenne le sujet de ce côté-là. D'abord, sur le surcoût, juste peut-être un point. Alors, il se trouve qu'à Carbone 4, on anime avec l'IFPEB Oui, pardon, j'ai une oublié action de dire que collective. tu es président de l'IFPEB. Whatever. Mais on anime une action collective dans laquelle la plupart d'entre vous êtes plus ou moins impliqués, qui s'appelle le Hub des prescripteurs bas carbone. Le Hub des prescripteurs bas carbone, c'est une organisation qui regroupe à peu près toute la place des constructeurs, asset managers, etc., sur c'est quoi les bonnes pratiques de la construction décarbonée. Hein, donc on est un espèce de bootcamp, si vous voulez, permanent d'expérimentation de la construction décarbonée, où ce que font les gens, c'est avec nos ingénieurs, ils viennent partager leurs projets. Voilà, voilà ce que j'ai fait sur ce building, voilà les difficultés que j'ai eues, etc. Et donc on fait des observations régulières de la RE 2020, par exemple. Est-ce que la RE 2020 est applicable et à quel coût? La très bonne surprise qu'on a depuis quelque temps, c'est que construire RE 2020, 2025, 2028, voire 2031, c'est pas forcément plus cher que construire en méthode traditionnelle. En vrai, c'est pas forcément plus cher. Preuve à l'appui, dossier à l'appui, les dossiers de vos équipes, de Bouygues, ainsi de BNP Paribas, tous les gens qui montrent leurs projets, qui les recalculent, eh bien, pourquoi c'est de moins en moins cher? Parce qu'en fait, il y a des changements de pratiques. Ce qui est compliqué, ce qui est long, potentiellement, c'est les changements d'habitude chez les compagnons, chez les gens qui fabriquent. Mais quand on sait faire, quand on sait employer le bois à la place du béton et de l'acier, ben, une fois qu'on a appris, ben, finalement, c'est pas forcément plus cher. Quand on sait revenir vers le géosourcé, parce qu'on parle beaucoup du biosourcé, mais la grosse révolution, ça va être le géosourcé. Hein. Enfin, on va retrouver la pierre, la terre, etc. Parce que là, c'est infiniment disponible. Sur le bois, on a un petit sujet quand même de compétition d'usage, c'est-à-dire que les molécules de carbone, on en a besoin pour d'autres choses. Et donc, globalement, dans la décarbonation, il faut faire un petit peu attention parce que la ressource biosourcée n'est pas infinie. On en a besoin pour d'autres, notamment pour les biocarburants, etc. Bon, mais le géosourcé, c'est infini. Voilà, donc attention à cette idée que c'est plus cher. C'est pas vrai. C'est pas vrai forcément. C'est nouveau, il faut réapprendre, mais c'est pas forcément plus cher. En tout cas, ça dépend des filières. Il faut que les filières s'organisent pour que. Il faut que les filières s'organisent. L'énergie renouvelable, c'est un bon exemple. Hein. Il y a 10 ans, on finançait de l'énergie renouvelable. Ça ne marchait pas sans subsides fiscaux ou aide de l'État quelconque. Aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère à produire. Parce qu'on fait des turbines qui produisent 10 fois plus d'électricité qu'il y a encore qu'on a installé il y a 10 ans et que la filière s'est organisée et qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à produire de l'énergie renouvelable beaucoup moins cher que de l'énergie carbonée. Et donc, on va fonctionner sans aucune aide, aucun subside. Tu parlais du Texas. Moi, j'ai rencontré pas mal de Texans récemment là, qui investissent dans les renouvelables au Texas, pays producteur de pétrole s'il en est. Mais il y a des investissements massifs au Texas dans l'éolien et dans le solaire parce que c'est rentable. Voilà. Donc, attention à cette idée que ça pourrait, le prix des panneaux solaires a été divisé par 10, le prix des batteries s'effondre également. Donc, les choses changent beaucoup plus vite que vous pouvez le croire. Donc, attention à cette idée que c'est plus cher. Le c'est plus cher, ça a trop longtemps été une façon de dire je ne sais pas faire, donc je préfère rester sur ce que je sais faire. Voilà, attention à ça, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément plus cher. Et là où il y a beaucoup d'avenir, c'est sur les filières de recyclage, justement, parce que on sait que c'est un élément clé de la décarbonation de la déconstruction et qu'aujourd'hui, pour arriver à l'intégrer complètement, il va falloir continuer à travailler sur ces filières pour rendre le recyclage compétitif. Élément clé de souveraineté, d'ailleurs. C'est intéressant de ce point de vue-là. Mais dernier point peut-être sur le coût. Oui, vas-y, sur le coût. Voilà, sur le coût. Plutôt que de se poser la question de combien ça coûte de faire cette transition, je pense que
très sincèrement, la question que vous pouvez vous poser, c'est combien ça coûte de ne pas la faire. Combien ça va vous coûter? Ou plus exactement, qu'est-ce que ça va vous coûter? Non pas combien, mais qu'est-ce que ça va vous coûter de ne pas le faire, hein? C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'on bascule dans un monde très différent, voilà, et le coût de ne pas faire, le coût de l'inaction, il est juste absolument énorme, hein. On parle de bâtiments qui ne seront pas louables. Donc là, ma voisine droite, c'est parfaitement la valeur que ça fait, c'est-à-dire c'est un zéro, un beau zéro, voilà. Donc ça, le coût de ça, c'est juste énorme. Et vous ne trompez pas, ce qui se passe sur le décret tertiaire, voilà, le décret tertiaire, ben, Opérate, ça fonctionne. Il y a 70% des bâtiments français qui sont référencés de Opérate. Ben, moi, je vous prédis que cette réglementation qui est incitative aujourd'hui, demain, elle sera impérative et qu'il se passera sur le tertiaire les mêmes choses que ce qui se passe sur le logement, hein, voilà. Et donc, des bâtiments qui ne seront pas rentrés dans la logique de décarbonation qui est le fruit de la préférence collective nationale, eh bien, ils perdront leur valeur locative pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, le coût de l'inaction, il va être absolument monstrueux, alors même que le coût de l'action, il est beaucoup plus une affaire de comportement qu'une affaire d'euros. Finalement, je trouve qu'on pourrait conclure là-dessus parce que c'est formidable. Ce que vous dites les uns et les autres sur le coût, qui change très vite dans le bon sens, parce qu'on crée une expertise, on installe les filières, c'est aussi valable sur la valeur. En sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des surprises, soit bonnes, soit dramatiques, mais à échéance assez rapprochée, avec des actifs échoués si on n'a pas pris les bonnes options, ou au contraire, des actifs dont la valeur peut vraiment se renforcer très rapidement. C'est vrai, mais il ne faut pas être naïf, hein. Il y a quand même des actions qui sont parfois difficiles à entreprendre quand on n'est pas certain de pouvoir créer la valeur tout de suite. Et aujourd'hui, pour que ça marche, il faut que le locataire paye le loyer correspondant. Donc, effectivement, il ne faut pas se retrouver avec un immeuble qui rapporte zéro, mais est-ce que le locataire va me permettre de payer l'extra loyer qui est parfois nécessaire pour arriver à justifier mon investissement? C'est quand même le nerf de la guerre. Donc, effectivement, on y arrive progressivement et moi, d'avoir vu la révolution énergétique en infrastructure, je pense qu'on est sur le bon chemin. Eh bien, merci infiniment à vous trois. On est mobilisés et on n'est pas naïfs. On clôt là-dessus.